Hmm, Il y a des bonnes idées dans ce film, et à côté, des trucs vraiment grossiers, et c'est un petit peu en dents de scie pour moi, dira-t-on. Je pense, la deuxième meilleure suite jusqu'à présent, je dirais. Mais on n'est pas non plus dans le niveau du troisième, quoi. Donc, ouais, ça commence déjà sur la narration, comme d'habitude. Il y aura toujours une intro narrée par un gars, même si le mec il va revenir de temps en temps pour raconter un petit peu certaines ellipses qui se passent. Mais bon, voilà, il raconte ce qui se passe comme d'habitude, il y a longtemps, tout ça, avec au tout début une image de l'espace. Pour changer, alors que ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit, mais bon, ok, l'espace. C'est votre truc. Vous avez vu Fantasia, le segment sur les dinosaures, et vous vous dites, ah, il faut absolument qu'il y ait une intro avec l'espace maintenant. C'est quoi ce délire? Bref, blablabla, il raconte la vie au temps de la préhistoire, hein, on connaît le refrain maintenant, et on tombe sur nos cinq petits héros qui se disputent la dernière, j'ai oublié le nom de ce truc, dernière étoile d'arbre qui est sur un arbre, donc, pendant 4 grosses minutes. Ah, je vous cache pas, l'intro, elle m'a pas du tout vendu du rêve. Hein. C'est moi qui dois la manger parce que c'est moi la plus vieille. Ah non, c'est mon tour, hein, blablabla. Il y a Pointu qui écoute pas, puis ils finissent par se disputer encore plus. Il y a un vieux qui passait par là qui la bouffe sans trop faire gaffe. Il dit, ah, c'était bon, hein, super pour vous. Ah, ça m'énerve. Tout ça, Pourquoi vous passez autant de temps là-dessus? C'est même pas comme si c'était un thème particulièrement important, la dispute sur le partage. Hein, c'était quelque chose qui aurait pu être un tout petit peu pertinent dans le troisième film, mais là, c'est pas un truc qui est énormément mis en avant, ça. Donc, je comprends pas pourquoi vous avez passé autant de temps là-dessus, à part pour rembourrer votre film. Et bon, quoi, il y a le grand-père de Tipeee qui dit, oh, rassurez-vous, il y a un autre arbre, je vous fais tomber des dizaines de feuilles d'arbres. Ah, c'est incroyable. D'étoiles d'arbres, excusez-moi. C'est incroyable. Heureusement qu'on a passé autant de temps là-dessus. Et c'est là qu'il y a une nuée de je sais pas quoi, je dirais des termites, mais je m'y connais pas assez. Ça m'a l'air d'être des termites. Mais le truc, le nom qu'on leur donne, c'est des dévoreurs de feuilles. On garde un petit peu ce côté, on nomme les choses d'après notre compréhension, ce qui me plaît toujours un petit peu ça. Et donc, ouais, ces machins dévorent les feuilles. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire que ce sont des termites, parce que les termites, elles mangent un petit peu tout ce qui est bois, tout ça. Eux, ils bouffent que les feuilles. C'est leur truc. Donc, est-ce qu'il y a une espèce d'insecte qui correspond à ça? S'il y a des gens qui s'y connaissent en zoologie, parce que moi, je vois pas trop. Enfin bon, voilà quoi. Ça passe, ça a tout détruit, et c'est le drame. Et on va pas insister plus sur ces créatures, c'est passé. On s'en inquiétera pas plus, et si ça se trouve, on n'entendra plus parler à compter de maintenant, ça me surprendrait pas. Le fait est que ça met en place une situation un peu difficile, puisqu'il n'y a plus rien à bouffer dans la vallée des merveilles. Et il y a donc tous les vieux, enfin tous les anciens qui se regroupent pour dire ah, qu'est-ce qu'on va faire. Le mieux, ce serait de partir ailleurs. Il précise pas l'espace d'un moment, mais c'est ce qu'il fera, hein. C'est l'espace d'un moment, le temps que ça refleurisse. Et il y a nos enfants qui écoutent ça avec un air béat, ahuri. Au bout d'un moment, il y a le grand-père de Petit Pied qui dira écoutez, je sais que nous sommes habitués à vivre dans cette vallée depuis très longtemps maintenant. Il faudra que tu me définisses ce que tu veux dire par très longtemps parce que vos enfants n'ont pas grandi d'un pouce. J'ai du mal à croire que ça fait très longtemps en prenant en compte ce petit trait-là. Mais bon, apparemment, ça fait très longtemps. C'est la logique des Simpsons, en fait, quoi. C'est un univers où les années passent, mais les personnages ne grandissent pas. Sans doute, hein, ça doit être ça. Hein. Donc, ouais, ça fait très longtemps, mais il faut quand même se faire violence et partir ailleurs. On a réussi à survivre tous ensemble durant tout ce temps. On y arrivera encore à survivre. Il y a nos enfants qui ont peur de se perdre de vue, mais ils sont contents, ils sont rassurés de voir que tout le monde dit on va partir ensemble, on va faire cet exode ensemble. L'exode commence et c'est plutôt bien fait dans l'ambiance. J'avoue que j'apprécie ça, quoi. Il y a ce côté très difficile, très pesant du désert qu'ils sont en train de traverser
hein, avec la narration derrière qui passe bien, et au bout d'un moment, ils tombent sur une carcasse de dinosaures qui semble indiquer que ça n'a pas été si simple de trouver à bouffer. Et ça va être un petit peu désamorcé par la résolution de fin, mais voilà quoi, il y a quand même cette ambiance assez pesante et ce risque vraiment de mort de faim qui se met en place. Là, avec les gens qui se mettent à se disputer, à ne pas être d'accord. Et comme d'habitude, c'est les grands-parents de Petit Pied et le père de Serra qui s'y collent. C'est toujours ceux-là. Hein, c'est ceux-là qui doivent toujours s'engueuler. Hein, ça peut pas être autre chose. Bref, il y a les grands-parents de Petit Pied qui disent il faudrait qu'on aille vers une autre direction puisque ce que semble indiquer la direction de cette carcasse, c'est qu'il a essayé d'aller là où on essaye d'aller. Mais il y a le père de Serra qui dit si ça se trouve il a tourné en rond et c'est quand même plus sûr de continuer sur le même chemin. Donc ça se dispute et au bout d'un moment ils se disent oui on va devoir se séparer et partir chacun de son côté. Et c'est là que les enfants se disent non on veut pas ça. C'est pas ce qui nous ferait plaisir, on veut être ensemble et donc il y a Petit Pied qui a une idée qui est pas si bête de son point de vue, c'est-à-dire on va fuguer tous ensemble, de façon à ce que nos parents s'inquiètent pour nous et nous recherchent tous, donc ils se séparent pas tout de suite, et pendant ce temps-là, on laissera des traces pour qu'ils nous suivent, et que tout le monde soit réuni lorsqu'on trouvera ce nouveau coin de paradis où on pourra manger tous tranquilles. C'est pas bête comme façon de penser de leur point de vue. J'apprécie quand même sincèrement que ces films essayent régulièrement de montrer des intentions nobles de la part de nos enfants. Ils veulent faire en sorte que personne ne se sépare. C'est plutôt mignon de leur part. Enfin bref, en déambulant un peu dans le désert, ils finiront par tomber comme par hasard sur une plage. Et c'est la première fois qu'ils voient la mer, ils savent pas ce que c'est. Ils disent waouh, c'est dingue, c'est un étang ultra géant, comme j'en ai jamais vu avant. Donc ils sont un peu étonnés que ça ait le goût de sel, évidemment. Et ils se disent oui, ça n'a pas bien marché, mais c'est là qu'ils voient une presqu'île. Pas une île, une presqu'île, c'est pas pareil. Mais ça va pas tarder à devenir une île via la force du timing un petit peu grossier, puisque va y avoir nos enfants qui verront donc le petit chemin qui mène à cette île, qui est donc verdoyante, hein, c'est pour ça qu'ils y vont, hein, parce qu'ils se disent, hein, il y a moyen qu'on puisse se nourrir là. Ils s'y rendent via le petit chemin, et dès lors qu'ils arrivent, au moment précis où ils arrivent, il y a une vague gigantesque, un petit tsunami qui survient et qui les force à se mettre donc sur cette île, qui en devient véritablement une après ce raz-de-marée. Ah ben ça tombe mal. Ça tombe vraiment mal, dites-moi. Waouh. Le sens du timing, vraiment, hein. Donc, ouais. Ils se disent que ça va être un petit peu problématique. Je veux dire, le coin a l'air bien, c'est verdoyant, on devrait pouvoir arriver à survivre dans cet endroit-là. Mais voilà, quoi, maintenant ils peuvent plus rejoindre la Terre. Et lorsque leurs parents, etc., retracent leurs traces, eh ben, ils les voient qui s'arrêtent sur la plage. Donc ils croient, certains croient qu'ils se sont noyés, d'autres qui sont peut-être ailleurs, mais ils se disent pas s'ils sont sur une île au loin, évidemment. Alors qu'ils essayent de crier leur présence en voyant leurs grands-parents, etc. au loin, ou pas, ou alors c'est juste aussi du timing, ça. Et la question que je me pose directement, qu'on soulèvera, c'est que pourquoi Petri ou Becky essayent pas? Petri en volant, Becky en nageant, pourquoi? Vous allez pas les prévenir, vous leur dites ça et c'est bon, hein, tout s'arrange. Et la raison qu'on va donner à ça, c'est qu'ils ont peur. Plein, 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 plein d'eau. Vous avez dit au tout début, avant d'arriver sur cette île, que c'est bon, il n'y aura pas de problème pour nous, moi je peux y aller en volant, Becky peut y aller en nageant, mais pour faire le retour, vous vous vantez moins, quoi. Et punaise, je trouve ça tellement forcé. Je veux dire, Petri, c'est bon, tu sais voler acceptablement maintenant, tu commences à maîtriser le truc. Il n'y a pas une distance énormissime si vous pouvez les percevoir au loin, vos parents, etc., quoi. Et t'as qu'à voler vers eux, et c'est pas un problème. Le fait que t'aies peur à ce point d'être seul pendant 5 minutes, c'est du foutage de gueule. Je suis désolé, c'est du foutage de gueule. C'est n'importe quoi. Et c'est vraiment forcer la chose pour qu'ils ne retrouvent pas leurs parents tout de suite.
c'est assez gonflant, je vous cache pas, c'est assez gonflant. Vous auriez pu amener les choses de façon moins forcée que ça. Et donc, ouais, ils vont essayer rapidement, à l'espace d'une scène, de rejoindre la mer avec Sera qui a pour idée d'utiliser un tronc d'arbre comme radeau. Et ça marche. Et il faut retenir ça, ça marche. Il va juste avoir quelques petits impondérables, mais voilà, ils se mettent sur ce tronc d'arbre. Il y a un moment donné Pointu qui fera son gros lourd en voulant bouffer les feuilles qu'il y a sur les branches du tronc, quoi, et donc faire basculer la chose. C'est pour le gag, hein, c'est pas ça qui les forcera à ne pas réussir, c'est surtout le fait qu'il y a un requin qui les attaque, hein, parce que paye ton cliché, quoi. Et donc voilà, un requin les attaque, ils s'enfuient, et ils finissent par échouer de nouveau sur l'île. Pas de chance, évidemment, hein, une chance sur deux, quoi. Et ils essayent plus rien après ça. Ils vont totalement subir ce qui leur tombera dessus et ils essaieront plus trop d'être proactifs. Ce qui est un peu chiant, parce que bon, en dépit des petits problèmes que j'ai avec ça, c'est qu'ils essayent de faire quelque chose au début. Et après coup, c'est pas eux qui se débrouilleront, c'est les choses qui viendront les aider, quoi. Les choses qui leur viendront dessus et ils suivront. C'est ça en fait, tout ce qui se passe maintenant, ils vont suivre. C'est un peu chiant en fait. Mais néanmoins, avant de devenir à la petite révélation qu'on va avoir dans pas longtemps, il y a un moment que je trouve très joli sur nos enfants qui sont seuls la nuit, qui regrettent leurs parents, dans une chanson qui est toujours pas superbement chantée, mais plutôt jolie et très belle à voir dans ce genre de situation. Elle me serrait contre son cœur, me disait n'aie pas peur. On regrette ses parents et le fait qu'ils sont présents pour nous. C'est quelque chose de très identifiable pour des enfants de cet âge. Et ce que je trouve particulièrement beau là-dedans, c'est le fait que Petit Pied fasse référence enfin à sa mère. Depuis plusieurs films, on fait comme si sa mère c'était un sujet tabou, ce qui, dans un sens, est totalement compréhensible. Et là, tout d'un coup, alors qu'on parle de ses parents qui sont toujours là pour nous, lui, il se remémore sa mère, qui a dit qu'elle serait toujours là pour lui, qu'il n'aurait qu'à voir les étoiles, tout ça, tout ça. C'est un très beau moment de rappel à ça. Et j'apprécie le fait que dans le texte, en tout cas en VF, ils ne disent même pas maman. Il fait référence à elle comme ça, mais il ne dit pas maman, on le comprend soi-même. C'est très beau ça, c'est un très beau moment, le moment le plus joli de ce film, de loin, de loin. Parce qu'après coup, ça va être beaucoup moins, beaucoup moins prenant, vu qu'il se réveille le lendemain, apeuré par une ombre mystérieuse qui attend qu'il se réveille pour faire quoi que ce soit. C'est pas un peu pour se foutre de leur gueule, hein, quand on connaît le personnage. Et ouais, ils se parent, ils ont peur, mais la grande révélation, il s'agit de Gobber qui voulait leur refaire un petit rappel d'une petite blague qu'il leur avait faite avant. Oh, on croit trop que c'est grave, il est super grand, alors que c'est juste son ombre, tout ça, le même principe. Et ouais, paye ta coïncidence. Vraiment, on montrait que ses parents vivaient dans, je sais plus comment ça s'appelait, la vallée mystérieuse ou un connerie comme ça, là, on l'avait dit au début dans le deuxième film. Et ça donnait pas vraiment l'impression qu'ils comptaient déménager du coin. Et là, non, ils ont déménagé, ils sont posés sur cette île, avec leur fils. C'est déjà assez gros. Autre chose, la surprise marche pas trop quand sur la couverture vous le montrez. Donc voilà, je me doutais qu'il allait réapparaître. J'espérais pas de façon aussi grossière, mais bon, il est apparu quoi. Et le petit truc qui me gêne pas mal, c'est le fait qu'il parle très couramment, mais vraiment sans problème quoi. C'est pas un super bon doubleur comme pour les autres. Honnêtement, son doubleur, c'est vraiment très limite quoi. Et il parle tout à fait correctement, il n'y a pas de problème. J'aimerais même presque dire qu'il se débrouille mieux que la plupart de nos personnages. Et ouais, comment ses parents ne parlent pas le langage non carnivore, dira-t-on? Parce que les grognements, ils ont un sens, ils font des sous-titres, ils ont un langage entre eux maintenant. C'est un truc que je trouve un peu dommage parce que
Dans le premier film, lorsqu'on montrait qu'il y avait les personnages très herbivores qui avaient un système plus calme, plus serein, c'était normal dans un sens de s'imaginer qu'ils pouvaient un peu communiquer entre eux, qu'ils auraient pris le temps de communiquer entre eux. Mais les carnassiers, étant donné qu'ils ont du genre plus rageux, plus colérique, leur truc c'est vraiment je fonce manger ce qui m'intéresse. Et le fait de ne pas leur donner de langage, je trouve que ça a apporté une petite patte. Là, le fait de dire que leur grognement, ça, c'est un langage vraiment précis, hein, pas juste un langage très animalier tel qu'on les connaît, c'est-à-dire oui, tel grognement signifie j'ai envie de coucher ou ah j'ai faim, ce genre de conneries, quoi, des trucs de base, quoi. Parce que c'est ça le langage animal au passage, hein. Pour les gens qui ne savent toujours pas ça, hein, le langage animal est loin d'être aussi détaillé que le langage humain, hein. Je précise, hein, une fois de plus, il y a des gens qui croient ce genre de conneries, hein. Donc, je pensais vraiment que c'était une espèce de petite patte intéressante, un peu intelligente que je donnais le premier film, mais là on la gâche en disant que oui, il y a ce langage. Et le truc que j'ai avec ça, c'est que, ok, très bien, je veux bien croire ça, mais comment ça se fait que Cooper ait appris le langage non carnassier en l'espace de quelques jours? Il connaît les enfants depuis à peine 2 jours et puis il s'est barré avec ses parents. Il a rien fait de plus avec eux, quoi. Comment il a pu avoir un don d'autodidacte aussi puissant que ça, quoi? Merde! Et, et le pire avec ça, c'est à quel point ça fait passer Pointu pour un arriéré. Mais totalement. Un arriéré. Il s'est prononcé qu'un seul mot, et il a dit qu'un seul mot depuis le début qu'on le connaît, mais Gober, quoi, on le revoit et direct qu'il parle sans problème. Ok. Il y a énormément d'étapes d'évolution qui sont sautées là pour moi, vraiment. Et ouais, à partir de là, ça va juste être les retrouvailles avec Gober et comment on considère ça. Et je trouve ça assez naïf et pas très intéressant dans la façon dont c'est montré. Il dit à ses amis au début qu'il pense pas que ses parents voudront les bouffer. Seulement en discutant avec ses parents, il se rend compte que oui, c'est pas impossible. Donc il se dit, ok, non, tant pis, je vais les cacher. Très bien. Durant toute cette partie où il les amène à sa cachette, va y avoir un passage totalement inutile et foireux, où Becky fait la conne et se séparera du groupe stupidement, pour être attrapé par un pteranodon. Enfin, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à me reprendre une fois plus, moi, les espèces de, de dinosaures, je suis loin d'être un spécialiste. Et pour que, 2 minutes après, elle tombe de son nid et se retrouve sur le dos de Petit Pied, comme si de rien n'était, et on passe à autre chose. C'était quoi ce délire? Ça apportait quoi? À part montrer que Becky est une gourdasse. Ça montrait quoi cette merde? Je ne comprends pas. Merci de m'avoir fait perdre mon temps pour des conneries. C'est clair que votre film n'était pas assez long comme ça. Donc, ouais, ils finissent par se retrouver dans la cachette puante de Gober, comme il l'appelle. Endroit avec des fleurs qui sentent pas très bon. Et il va y avoir une espèce de petite considération difficile de la part des autres qui ont encore un peu peur que Gober soit juste un carnassier qui serait bon qu'à vouloir les bouffer à la moindre occasion. Ce qui est un peu du foutage de gueule, puisque quand même, si t'as un peu fait gaffe, Sarah, c'est elle qui se plaint surtout. T'aurais dû remarquer que le mec vous a protégé à de nombreuses reprises, et que s'il avait voulu faire en sorte que vous soyez bouffé, ça fait des lustres qu'il aurait pu le faire, mais bon. Elle finira par comprendre ses erreurs à la fin. Ça commence à devenir un petit peu récurrent, ça aussi, hein. Sarah qui juge mal une personne, et qui à la fin se dit « Ah, au bout du compte, t'es bien, t'es cool. » Ce serait cool que ce soit pas que des arcs comme ça qu'on lui donne aussi à Sarah, hein. Donc, voilà, il se cache, il y a Gober qui se dit c'est super de vous avoir avec moi, vous voulez pas bouffer quelque chose, il leur dit apporte-nous des trucs que tu boufferais pas. Ah, il dit c'est super d'avoir des potes à manger. Et on joue sur ce petit double sens. Au début c'était un peu marrant, mais après on fait toute une chanson là-dessus, histoire de dire vous avez vu à quel point ce double sens est cocasse. Avec évidemment quelques références que nos enfants ne devraient pas avoir. Il veut un 3 cornes mironton, 2 petits pieds au lardon. Comment vous savez ce que c'est qu'un lardon? Merde. En fait, il y a un autre truc qui me gêne, c'est qu'à un moment donné, il cite carrément la mer. roulez comme une pierre droit dans la mer.
la mer dont ils ne sont pas censés connaître l'appellation comme on l'a bien appuyé plus tôt. C'est ce genre de choses, quoi. Vous partez vraiment sur cette considération que c'est une chanson, on peut détacher ça comme on veut, mais j'apprécie les chansons qui font un peu gaffe à la continuité de ce que sont censés savoir nos personnages quand même, merde. Hein, c'est comme la chanson des Sauvages dans Pocahontas, où le chef Powhatan est censé savoir ce que c'est l'or, alors qu'il n'est pas censé savoir ce que c'est l'or justement. C'est ce genre de détails, il faut faire gaffe pour moi. Et parce que même si les chansons sont un petit peu particulières et que c'est un petit peu à part de la logique qu'on pourrait trouver dans ce genre de situation terre-à-terre, enfin terre-à-terre, façon de parler, elles doivent quand même s'incorporer dans ce que nos personnages sont censés savoir et ne pas savoir. Enfin bref, j'ai le sentiment que je vais m'en plaindre régulièrement de ça à partir de maintenant dans les films qui viendront. Et ouais, il va y avoir voilà, c'est ce problème de considération, c'est-à-dire une partie de nos personnages qui ont peur que Gobert veuille les bouffer, mais Petit Pied qui est prêt à le défendre parce qu'il représente pas mal pour lui. À un moment donné, lorsqu'il essaiera de lui parler pour essayer de le rassurer parce que Gobert est un petit peu triste de la considération de ses rats, il tombera sur sa mère qui se dira « Oh, ok, ah, y a ton pote qui est avec toi, fais ce que tu veux, je te laisse tranquille. » Histoire de... Et au bout d'un moment, par mauvais hasard, une fois de plus, il y a Petit Pied et ses copains qui se feront attaquer par un autre carnassier que les parents de Gobert. Et ils devront se barrer, il y a Gobert qui se dira « Non, ne t'attaque pas mes amis » et donc tout le monde se battra contre... ce dinosaure-là, n'hésitez pas à me dire de quel dinosaure il s'agit une fois de plus, pour que, au bout d'un moment, les parents interviennent. 2 contre 1, ils n'arrivent pas à le gérer. Carrément. Et il y a Gobert qui finira par tomber de la falaise donc dans la mer avec ce gars-là. Et tout le monde se dira « Ah non, Gobert !» Et plutôt que de faire en sorte d'appuyer un petit arc de personnages autour de Becky et Petrie, qui pourraient se dire « Ok, je suis une nageuse, je suis un volant, je peux utiliser mes capacités pour l'aider parce que la situation est grave et qu'il y en a vraiment besoin », c'est Petit Pied qui s'en charge. Et Becky et Petrie vont rester comme des glands à se dire « Ah non, qu'est-ce qui se passe? On ne peut rien faire !» C'est juste Petit Pied qui plonge à l'eau à son secours et voilà. Et il arrive à s'en sortir et il se met dans un courant moindre, ce qui fait que la bestiole finit par être emportée par les courants forts. Et on se dit qu'ils vont être attaqués par le requin, mais c'est là qu'intervient le Dino Ex Machina. Il y a une espèce, je ne sais pas du tout ce que c'est que ce dinosaure maritime, n'hésitez pas à me le dire une fois de plus, qui apparaît comme ça de nulle part, on l'a jamais présenté ou quoi que ce soit, qui dit « Ah, salut les enfants, tout va bien » et elle sauve la situation. Voilà, c'est le Deus Ex Machina, quoi. Et elle sauve donc les 2 enfants et elle propose donc à notre petit groupe de repartir vers la terre ferme, là où elle a aperçu leurs parents, grands-parents, etc. Ce qui amène donc des au revoir entre notre groupe et Gobert, et leurs parents aussi qui se disent « Ils sont cool, on va pas les bouffer ceux-là ». Cette façon de traiter ce sujet à la légère, je vous jure, c'est... bref, ils se disent au revoir, même si on se reverra pas tout le temps, on sera toujours potes, garde ça en tête, ouais, c'est beau. Et ouais, donc la dino les amène là où se trouvent leurs parents, etc., qui se trouve être une vallée qu'ils ont trouvée hors champ, où ils peuvent se nourrir tranquillement jusqu'à ce que la vallée des merveilles refleurisse. Hors champ, super. L'objectif du début, on s'en fout, c'est balancé rapidement histoire de dire. C'était pas le truc important. Ok. Et donc, c'est le moment des retrouvailles jolies basiques, et il y a une petite ellipse et on retourne sur la vallée des merveilles. Donc, ce que vous mettez en scène au début déjà, ça n'a pas plus de poids que ça, puisque c'est des faits et c'est comme si rien ne s'était passé au bout du compte. Et vous voyez quoi, cette espèce d'élément déclencheur, ce qui a amené tout ce voyage et toute cette aventure de nos personnages,
c'est juste traité rapidement à la fin parce que on se dit en fin de compte c'est plus ça qui nous intéresse. Je trouve ça un peu grossier quoi, un peu facile. Mais bon, voilà, tout est résolu et la vie continue exactement comme avant. Seulement maintenant, ils savent qu'ils ont leur pote Gober qui existe dans son coin et qui sait parler maintenant. Voilà, c'est bien. Et pendant ce temps-là, Pointu continue de parler comme un arriéré. Enfin, de parler, il fait tout le temps. C'est dingue. Gober, en l'espace d'un film et demi, a plus évolué que Pointu, quoi. C'est assez fort, quoi. Le fait est que c'était moyen. Je vais pas dire que c'était affreux, parce qu'il y avait de bonnes idées, des moments assez forts, assez touchants, comme je dis, le passage où on déplore le manque de ses parents, ce qu'ils représentent pour nous, c'est quand même assez joli à pointer chez nos personnages. Et dans l'eau, il y a pas mal d'ambition et de motivation assez louable, je reconnais. Et oui, je vais pas non plus dire que tout le passage autour de Gober, les Ortois et tout ça, il y avait rien d'intéressant là-dessus. Je préfère largement ce qu'on a montré en termes de dilemme de personnages autour de cela par rapport à ce qu'on s'est tapé dans le second film, hein, largement. Mais ouais, ça volait pas haut et c'était souvent assez plat. Et une fois de plus, il y a énormément de remplissage dont on aurait pu se passer pour que ça dure quoi, 45-50 minutes. Hein. Mais bon, je pense que ça va être la critique récurrente sur presque toutes ces suites du petit dinosaure. Donc ouais, je vais pas non plus dire que c'était affreux, mais ça volait pas haut. Vraiment pas haut la plupart du temps. Et c'est ce qui fait que c'est tout juste moyen, 10 sur 20 pour moi. Cela dit, dans un sens, je devrais être un peu content parce que moi qui m'attendais vraiment à ce que ce soit une fois de plus calqué sur le niveau de qualité du second film, pour l'instant, le second film, c'est facilement de loin le plus mauvais. Là, on fait des trucs où il y a des choses à sauver, des choses à dire en bien, même dans le quatrième film, vraiment. Donc, ouais, j'en tire pas rien du tout de ces suites 3 à 5. Et c'est déjà mieux que ce que je pouvais espérer à un certain degré après avoir vu le second. Donc, voilà, hein, c'est le truc bien que je peux quand même pointer là-dedans. Et j'espère que au moins il y aura un petit peu ça qui se fera ressentir pour les suivants. On verra bien. À bientôt pour le 6e film. Bye!